Et cet invité aujourd'hui, c'est vous, Lucas Aubin, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Vous êtes directeur de recherche à l'IRIS, docteur en études slaves. Je signale votre dernier livre sorti il y a quelques mois qui s'appelle Géopolitique de la Russie, qui est sorti aux éditions de la Découverte. Le bombardement de Dnipro, Damien Gauquet le disait à l'instant, a fait au moins 40 morts. C'était dimanche, tous des civils, et il a inspiré à Volodymyr Zelensky ses propos tenus en russe, à l'intention donc de l'opinion publique russe. On l'écoute et on en parle juste après. Je veux dire à tous ceux en Russie et de Russie qui même maintenant n'ont pas pu prononcer ne serait-ce que quelques mots pour condamner cette terreur, bien qu'ils voient et comprennent tout parfaitement. Votre silence lâche, votre tentative d'attendre que cela se passe, n'aboutira qu'au fait qu'un jour ces mêmes terroristes viendront vous chercher. Le mal est très sensible à la lâcheté. Le mal se souvient toujours de ceux qui le craignent ou qui tentent de négocier. Et quand il viendra pour vous, il n'y aura personne pour vous protéger. Cette intervention inspire deux questions. Les Russes, si tant est qu'on puisse parler des Russes dans un pays de 150 millions d'habitants, ont-ils pu entendre ces mots ? Alors, très probablement, ils ont pu les entendre, évidemment. On sait que les Russes, aujourd'hui, ont accès à différents canaux d'information, hein. On a évidemment les télévisions d'État, donc contrôlées par le gouvernement, qui probablement utilisent ces paroles, mais sans les transformer, finalement, font en sorte que ça aille dans le sens de la doxa au pouvoir, enfin de l'idéologie au pouvoir, entre guillemets. Et puis, on a aussi la possibilité d'aller sur Internet en utilisant des VPN, donc pour contourner la censure, finalement, et obtenir des informations différentes. Donc ça, c'est une possibilité. Après, le problème étant que quand vous êtes noyé dans la masse d'informations distribuées par le Kremlin, forcément, c'est difficile de faire la part des choses. Et en l'occurrence, Zelensky est toujours présenté, finalement, comme un néo-nazi qu'il faut destituer pour pouvoir, finalement, libérer les Ukrainiens du joug des Américains, de l'OTAN, etc. Voilà, l'autre question, c'est après 11 mois de guerre, mot qu'on ne peut toujours pas prononcer en Russie, hein, est-ce que ce que dit Zelensky peut résonner ? C'est toujours difficile de le savoir, effectivement. Le problème, c'est que l'espace informationnel russe, il est actuellement clos, qu'on a des difficultés nous-mêmes occidentaux à avoir des informations assez fiables sur la façon dont l'opinion russe reçoit toutes ces informations. Ce qu'on sait par contre, c'est que jusqu'à présent, le pacte tacite qui existait entre Vladimir Poutine et sa population, c'était la politique, c'est quelque chose dont on s'occupe. Et vous, en contrepartie, citoyens russes, finalement, vous avez une forme de stabilité. Il s'avère que depuis novembre dernier, depuis la mobilisation partielle, finalement, la guerre, malgré le fait qu'on ne puisse pas utiliser ce mot, la guerre est rentrée dans toutes les maisons en Russie, puisque aujourd'hui 300 000 personnes ont été mobilisées, ce qui correspond finalement à énormément d'hommes, même à l'échelle de la Fédération de Russie. Et de fait, plus personne ne peut ignorer qu'il y a un conflit qui se déroule actuellement à l'est de l'Ukraine. Après, est-ce que l'opinion publique russe, elle, va changer ? Parce qu'elle a évolué en 11 mois. Pour le moment, on ne peut malheureusement pas le savoir. Et ça, c'est la réponse la plus honnête qu'un chercheur puisse vous faire aujourd'hui. Malheureusement, je sais qu'on aimerait bien avoir plus d'informations, mais on ne peut pas le savoir, tout simplement parce que depuis le début mars 2022, on a une loi en Russie qui interdit une opinion qui irait contre l'opération militaire spéciale qui se déroule actuellement à l'est de l'Ukraine. Donc de fait, si vous avez un sondage qui vous dit, par exemple, que 50% de la population russe serait contre le régime de Vladimir Poutine, pour le régime de Vladimir Poutine, évidemment qu'on ne peut pas répondre autrement, puisque vous risquez, finalement, si vous dites que vous n'êtes pas d'accord, vous risquez d'être emprisonné ou d'avoir des millions de roubles d'amende. Donc de fait, actuellement, on peut se fier au mouvement de population, c'est-à-dire qu'on a vu, par exemple, à peu près 1 million de personnes fuir la Russie depuis le début du conflit, et notamment depuis la mobilisation partielle. C'est un signal, effectivement, qui montre qu'une partie de la population n'est pas en accord avec son président. Ou alors, vous ne voulez pas aller faire la guerre en Ukraine. Est-ce que la cote de popularité qui a baissé, je crois, à l'automne de Vladimir Poutine peut être un indice, un indicateur ? Ça peut être un indicateur. Après, cette cote de popularité, elle reste de toute façon élevée depuis de 80%, 75% à peu près. Depuis que Vladimir Poutine est arrivé au pouvoir en 2000 jusqu'à aujourd'hui, de toute façon, elle a toujours été au-dessus de 55-60% d'opinion favorable finalement. Donc, sachant qu'on peut interroger la fiabilité de la dite étude. Alors on ne voit plus aujourd'hui les manifestations qu'on a vues à Saint-Pétersbourg, notamment aux premières semaines de la guerre au mois de
Enfin, la guerre a commencé au mois de février, mais on avait des manifestations en mars, en avril. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire que le Kremlin a gagné la bataille de l'opinion? Ça pose la question de l'efficacité de la propagande d'État. Ou est-ce que ça veut dire que l'opposition est tellement atomisée que, de toute façon, elle n'a aucun moyen de s'exprimer? Alors, il faut bien comprendre que depuis 2000 jusqu'à aujourd'hui, le pouvoir russe est devenu peu à peu autoritaire. C'est-à-dire qu'il ne l'était pas au début des années 2010, au début des années 2000, qu'on avait une forme de démocratie qui était contrôlée, mais qui existait quand même. Puis, à partir de 2012 et de la troisième élection de Vladimir Poutine, tous les canaux d'opposition potentiels ont été peu à peu refermés. Donc l'opposition politique n'a plus pu s'exprimer, l'opposition médiatique non plus, et dans la rue, les manifestants étaient peu à peu réprimés. Aujourd'hui, quand vous allez dans la rue en Russie, vous avez une forte probabilité de vous faire arrêter, de passer une nuit, une semaine, un mois, voire plus en prison. De fait, évidemment, chacun pèse le pour et le contre. Si on est contre le pouvoir russe aujourd'hui, peut-être que le meilleur moyen de s'opposer n'est pas d'aller dans la rue, mais de potentiellement diffuser des messages sur les réseaux sociaux, potentiellement fuir à l'étranger pour pouvoir parler librement, etc., etc. On a vu les médias d'opposition, notamment russes, Docht par exemple, qui sont partis s'exiler dans les pays baltes, notamment en Lettonie, pour pouvoir s'exprimer librement. Après, évidemment, quand vous n'êtes pas au sein même de la société russe, du territoire de la Fédération de Russie, forcément, vous n'avez pas les mêmes informations, puisque si le vase est fermé pour les Russes vers l'extérieur, il est aussi fermé pour l'extérieur vers l'intérieur de la Fédération de Russie. Vous disiez tout à l'heure que le rapport à la guerre avait peut-être changé quand la guerre était entrée dans les foyers russes avec la mobilisation il y a quelques mois. On disait à l'époque que quand les Russes, les babouchkas notamment, verraient les cercueils de leurs fils revenir, parce qu'il y en a, on sait qu'il y a bien sûr des milliers de soldats russes qui sont morts en Ukraine, peut-être là les choses changeraient. On n'a pas vu non plus les choses changer. Alors, on a vu quand même quelques éléments. À partir du moment où il y a eu la mobilisation partielle, on a vu des manifestations justement de babouchkas, comme vous les appeliez, notamment dans les républiques de la Fédération de Russie, à savoir les républiques ethniques où vivent les minorités comme les Tchétchènes, comme les Tatars, comme les Bouriates, par exemple. On sait que ces minorités ethniques sont envoyées au front de façon importante, mais on sait aussi qu'elles ne sont pas forcément concernées de la même façon par cette opération militaire spéciale qui finalement concerne le peuple slave, en tout cas selon Vladimir Poutine. Or, quand vous êtes tatar, tchétchène, bouriate, vous n'êtes pas forcément concerné par cela. On a vu énormément justement de babouchkas, notamment à Grozny par exemple, en Tchétchénie, aller demander des comptes finalement à pourquoi aux autorités locales, pourquoi nos fils sont envoyés à la guerre, quelle est cette guerre, quel est le sens de cette guerre finalement. Et pour le moment, la propagande de Vladimir Poutine tient, on a la sensation globalement que ça tient, néanmoins, certains signaux faibles laissent penser que cette logique de don contre don entre les républiques éloignées de l'État central qui doivent rendre des comptes finalement au Kremlin sont en train de parfois s'effriter, même si malheureusement il est trop tôt pour tirer des comptes. Ouais, d'autant que le printemps annonce vraisemblablement une nouvelle campagne militaire avec peut-être une mobilisation supplémentaire. Et là, on verra aussi si ces signaux dont vous parlez se renforcent. La garantie de survie politique de Vladimir Poutine aujourd'hui, est-ce que c'est forcément la victoire militaire ? Non, pas forcément. Justement, il y a fort à parier que s'il y a défaite militaire, alors Vladimir Poutine la transformera en victoire politique. Alors ça peut paraître un peu absurde et contradictoire dit comme ça, mais Vladimir Poutine, c'est un émetteur continu de sa propre histoire qu'il est en train de construire, en fait. Donc il n'a pas peur de l'incohérence. Aujourd'hui, il se dit en guerre contre l'Occident, mais il ne se dit pas en guerre contre l'Ukraine. Alors effectivement, si vous perdez contre l'Occident de manière générale et contre les États-Unis, finalement, il n'y a pas à rougir de la défaite, puisque l'Occident représente à peu près 66% du PIB mondial, et je ne parle même pas d'armement, forcément, quand on a la première puissance militaire américaine en face, enfin, première puissance militaire de la planète en face, à savoir la puissance américaine. Donc, il pourrait essayer de transformer cette défaite en victoire politique, et forcément, il y aurait en face peu de personnes pour le contester. Néanmoins, on sait aussi que tous les journalistes qui sont sur place actuellement en Russie disent que les Russes ne comprennent pas pourquoi cette opération militaire spéciale prend autant de temps. Ne comprennent pas pourquoi, par exemple, on ne bombarde pas le palais présidentiel de Zelensky, pourquoi on ne réussit pas, finalement, à le démettre de ses fonctions, pourquoi on ne réussit pas, on n'a pas réussi à prendre Kiev au début de la guerre. Bref, autant d'interrogations qui laissent penser que peut-être que malgré le fait que Vladimir Poutine contrôle
les médias contrôlent sa parole, etc., il pourrait, à un moment donné, se retrouver limité. Et les incohérences, les unes ajoutées aux autres, pourraient finalement faire vaciller son pouvoir. Merci beaucoup, Lucas Aubin, d'être venu ce matin nous partager ces pistes de réflexion. Directeur de recherche à l'IRIS, et je rappelle le nom de votre ouvrage « Géopolitique de la Russie » aux éditions de la Découverte. Merci encore. Merci. Très bonne journée à vous. On se retrouve avec Damien Coquet, nous, pour la suite de Paris Direct et un nouveau journal. À tout de suite.